Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du groupe Nice Matin pour l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice. Il dirige l'édition Nice Métropole de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Avec nous aujourd'hui, Christian Estrosi, maire de Nice et président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Christian Estrosi, la France n'a pas encore de gouvernement, mais elle a un Premier ministre. Vous avez salué en Michel Barnier un homme de consensus et de dialogue. Comment jugez-vous ces premiers pas à Matignon ? Bon, d'abord, on ne peut pas dire que ces premiers pas de gouvernance aient été engagés. Moi, simplement, je regarde le paysage, qui est un paysage d'instabilité issu d'une élection législative qui n'a pas donné de majorité absolue. Le président de la République a étudié plusieurs opportunités et solutions. Et Michel Barnier, c'est l'homme de la situation. D'abord, celle qui s'est imposée, c'est celle qui correspond au fond à la majorité relative qui semble s'être dégagée à l'Assemblée nationale. Puisque d'abord, le premier reflet, c'est de savoir là où l'on va trouver le plus grand nombre de députés pour pouvoir voter un budget, des réformes, et pour etc. ne pas censurer, parce que c'est Et donc la question. seule élection de la présidente de l'Assemblée nationale qui a été au fond reconduite, Yaël Braun-Pivet, avec les voix des Républicains, d'Horizon, de Renaissance, de l'UDI, des centristes, des radicaux, etc. Ça montrait qu'il y avait une majorité là peut-être. Ça a montré qu'il y avait une majorité relative sur un arc républicain qui allait d'un centre-gauche, social-démocrate, jusqu'à une droite conservatrice et républicaine à la fois. Et naturellement, le président est allé chercher dans ce vivier-là le Premier ministre, sans pour autant, parce que au fond, il a perdu l'élection avec sa propre majorité, choisir un Premier ministre issu de sa propre majorité. Il est donc allé le chercher chez les Républicains, qui apportaient l'appui nécessaire. Le gouvernement doit ressembler à ça, d'après vous, c'est-à-dire de ce centre-gauche jusqu'à la droite conservatrice ? Je pense que aujourd'hui, il faut faire impérativement pour essayer d'éviter toute motion de censure, de rassembler une représentation gouvernementale qui représente un parallélisme des formes avec cette majorité relative au Parlement. Et pour la constituer, Michel Barnier, que je connais bien, mais vraiment bien, qui est quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup travaillé, milité, dont j'ai fait la campagne européenne quand elle était régionalisée, qui pour moi était cet emblème et ce symbole de l'homme qui a organisé les Jeux Olympiques d'hiver avec Jean-Claude Killy, et qui incarne un homme qui a les pieds dans son terroir de Savoie, dont il a été le président du Conseil général, qui ensuite a été ministre en même temps que moi. Il était à l'agriculture lorsque j'étais à l'industrie. Et du coup, vous aimeriez intégrer son gouvernement ? Vous aimeriez devenir ministre de Michel Barnier ? Je vous adore, Fred Boris, lorsque vous me posez pour la 108e fois cette question depuis un certain nombre d'années. Cette question n'est pas incongrue. Édouard Philippe a dit qu'il y aurait des ministres horizon au gouvernement. Il n'a pas dit pour autant qu'on allait changer les règles selon lesquelles les élus locaux pourraient cumuler leur mandat avec celui de membre du gouvernement. Cette règle, elle ne peut pas changer. Alors, mais ça veut dire que surtout que vous ne lâcheriez pas Nice aujourd'hui pour un ministère ? Clairement, là, dans les jours qui viennent, parce que ça doit se faire d'ici début de semaine prochaine, d'après ce qu'a dit Michel Barnier. Je vais vraiment vous parler à la fois avec sincérité et émotion. Être maire dans le paysage politique de notre pays, c'est être maire. C'est pas n'importe quel mandat. Naturellement, c'est un mandat politique, où ce sont des électeurs et la démocratie qui en décident. Mais c'est un lien avec un territoire, avec une ville ou un village, avec une population.
Et il y en a qui adorent et qui se complaisent, et au fond, ça fait partie aussi de l'exercice de la démocratie, être candidat à tout, aux législatives, à des présidences de collectivités, ça veut dire à que, des mandats donc, européens, le à mandat la présidence de la République. Le mandat de maire prime sur la constitution d'un gouvernement d'union nationale aujourd'hui? C'est pas qui prime, je vous ai dit avec sincérité, émotion, mon cœur est ici. J'ai pris un engagement, vous le savez, vous l'avez vous-même commenté je ne sais combien de fois. Que me diraient les Niçois alors que j'ai essayé de placer Nice sur une trajectoire dont on discutera peut-être tout à l'heure, et que nous sommes loin d'avoir abouti par rapport aux grands enjeux environnementaux, économiques, climatiques, sociaux, qui naturellement, avec les pertes de pouvoir d'achat, sont essentiels. Si demain, je trahissais cet engagement. Donc je ne suis pas quelqu'un à me cogner à tous les murs, à être candidat à tout pour être candidat à quelque chose. Donc lundi, j'ai gouverné 3 fois. Et j'ai adoré. Et vous avez été ministre en étant maire de Nice. En étant président du Conseil général lorsque j'étais en charge d'aménagement du territoire, puis de l'outre-mer, et en étant en charge de l'industrie pendant la crise et subprime en étant maire de Nice. Ça ne m'a pas empêché de sortir Renault, PSA, etc., des difficultés, ou encore la Poste dans lesquelles il se trouvait, et de plutôt mettre Nice sur une belle trajectoire dans les années 2010. Bon, les règles ont changé, tant que les règles sont celles-ci aujourd'hui, vous ne serez donc pas ministre. Mais pour autant, naturellement, Michel Barnier peut compter sur moi pour que, quelle qu'en soit la forme, je puisse accompagner au redressement de notre pays, là où on ne peut pas en même temps porter un jugement, dire qu'on soutient et ne pas y prendre personnellement sa part. Je suis vice-président d'une formation politique, celle présidée par Édouard Philippe, et naturellement, à ce titre ou à d'autres, je serai disponible pour apporter ma part, mais je continuerai exclusivement en tant que mandat public à me consacrer aux Niçoises et aux Niçois. Christian Estrosi, on va ouvrir un chapitre sur la sécurité. Mardi, un policier municipal niçois a été légèrement blessé lors d'un refus d'obtempérer. 15 jours plus tôt, c'est un gendarme qui était tué à Mougins par un automobiliste qui refusait de s'arrêter. Comment éviter de nouveaux drames ? Bon, d'abord, le refus d'obtempérer, on voit bien que c'est quelque chose qui a pris une forme aujourd'hui, qui est une forme de fléau, où on refuse en même temps toute forme d'autorité, partout, à l'école, dans son comportement quotidien, dans la société. On est aujourd'hui à près de 25 000 refus d'obtempérer par an, dont près de 500 policiers, gendarmes, responsables des forces de l'ordre peuvent subir des conséquences ou subissent des conséquences directes. Il faut sanctionner plus durement. Donc, naturellement, vous avez raison, c'est une exigence. Et donc, moi, je vois 2 nécessités. D'abord, celle de renforcer la prévention. Il faut en même temps qu'il y ait une sensibilisation même depuis l'école. Ça fait partie... Sur le respect de la règle. Les principes de respect, de l'ordre, de la règle, de l'autorité du maître sur l'élève et autres. Voilà, la vie n'est pas un jeu vidéo. Et pour beaucoup de jeunes, c'est devenu une sorte de jeu vidéo où on tue, on meurt, on regagne des vies. De prévention plus de répression aussi. Et donc, voilà, je présenterai demain avec Yannick Aleno qui, dans ce cadre, a perdu un enfant, un certain nombre de mesures sur une convention que nous signerons avec son association pour nous engager dans ces grandes politiques de prévention. Deuxièmement, c'est la répression. Et donc, naturellement, je pense que les peines sont insuffisantes et qu'il faut les renforcer et les aggraver. En cas de refus d'obtempérer ou de violence routière en général ? De violence routière en général, naturellement. Vous êtes favorable à l'homicide, le refus d'obtempérer, qui est la cause d'accidents extrêmement graves,
Voilà, bon, je suis un gestionnaire aussi de ces choses-là. Je ne suis pas un commentateur. La proposition du député Éric Pauget d'instaurer un homicide routier, vous y souscrivez? Je souscris totalement à cette proposition d'Éric Pauget. Ce doit être effectivement un homicide routier considéré comme tel, avec des peines et une échelle des peines qui aille avec. Je propose que l'on puisse confisquer le véhicule immédiatement, dès le refus d'obtempérer, même sans accident, et une suspension de permis de conduire systématique et immédiate, sans attendre quelque jugement que ce soit. Je propose aussi que les polices municipales, à l'échelle de ce que peuvent pratiquer aujourd'hui les policiers nationaux et les policiers municipaux, puissent avoir comme usage celui du stop and stick, vous le savez, qui sont ces espèces de herses gonflables, mais qui ne présentent pas le même danger que les herses qui, elles, crèvent les pneus, mais qui stoppent systématiquement le véhicule. Et ça, la PN, il n'y a pas recours aujourd'hui, n'est pas autorisé à l'utiliser. La police municipale n'est pas autorisée à l'utiliser, alors que vous avez pu le voir ces derniers jours. En moins de 48 heures, nous avons été confrontés, en plus sous emprise de drogue et de stupéfiants, avec notre police municipale, de 2 refus d'obtempérer, qui auraient pu finir de manière assez dramatique. Alors, un autre drame terrible, début juillet, 7 personnes d'une même famille ont péri dans un incendie manifestement allumé par des dealers au Moulin. Que faut-il changer pour arriver à stopper enfin ces trafics? On a l'impression que tout le monde est complètement impuissant. Je pense que le narcoterrorisme en matière d'insécurité, je ne le pense pas, ce sont les statistiques qui le disent. Bon, nous avons des périodes en matière de délinquance forte et violente sur les bandes organisées, que la principale cause d'insécurité extrêmement violente dans notre pays, parce que ça nourrit toute une économie souterraine, qui est souvent dirigée par de grands caïds et des profits gigantesques à Dubaï, ou en France ou à l'étranger. En l'occurrence, les filières qui agissent à Nice viennent ou de Paris et de la région parisienne, ou de Marseille, ou de l'étranger, notamment de l'autre côté de la Méditerranée. Le procureur de la République a donné souvent des statistiques dans ce sens. Aujourd'hui, ceux qui vivent de la drogue doivent perdre leurs droits. Un dealer cherche à rentrer dans la tête des gens comme, au fond, les terroristes, les islamistes le font. Voilà pourquoi, pour moi, le narcotrafic devient du narcoterrorisme aussi, où on met en coupe réglée des territoires entiers de la République. Il n'est pas combattu comme tel. Il se trouve que, alors que la ville de Nice est classée, vous le savez, comme la grande ville de plus de 100 000 habitants, la plus sûre de France, ça a été commenté par pas mal de vos confrères ces derniers jours, sur les dernières statistiques. Je n'ai pas du tout envie, là où ça a commencé à prendre forme, dans les quartiers qui sont proches de la sortie de l'autoroute à l'est ou à l'ouest de Nice, que nous prenions la direction de certaines villes que je ne veux pas citer pour ne pas être désagréable vis-à-vis de mes concitoyens français qui y habitent, mais où nous savons que c'est une réalité extrêmement violente. Et chez nous, il y a eu effectivement cet événement extrêmement violent qui illustre les conséquences que ça peut avoir, ou sur un règlement de compte d'une filière à l'égard d'une autre, où on a voulu mettre le feu. En réalité, c'est une famille de pauvres gens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, qui en a été victime, avec 7 décès à l'appui dans des conditions absolument horribles. Et je veux leur retémoigner mon affection, parce que ce sont des gens que je connais bien et qui sont des amis personnels. Donc voilà pourquoi, aujourd'hui, j'estime qu'il y a des mesures très puissantes et très fortes à prendre. Monsieur Estrosi, les condamnations sont déjà fortes aujourd'hui. On peut imaginer qu'elles soient plus fortes demain. Est-ce que vous pensez que ça va endiguer le phénomène qui génère tellement de profits qu'on se demande comment vraiment aujourd'hui on peut C'est bien juguler, pour ça que je vous parle de narcoterrorisme. On a mis la force Sentinelle en œuvre à cause du terrorisme islamiste. Ouais. Aujourd'hui, je veux que le
terrorisme devienne une grande cause nationale. Ça veut dire l'intervention de l'armée dans les quartiers. Et que l'intervention de l'armée, en appui aux forces de sécurité et notamment au judiciaire, nous avons la chance dans notre juridiction d'avoir un procureur qui est extrêmement actif, avec lequel d'ailleurs j'ai signé un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance, où nous avons d'excellents résultats. Mais le lendemain, les dealers et les mêmes filières sont de retour. Et là, vous accusez le préfet. Vous demandez est-ce que le préfet soit relevé de ses fonctions? Pourquoi? Parce qu'il est l'ami d'Éric Ciotti ou parce qu'il ne fait pas son travail? Bon, j'ai dit les choses. Je dis simplement, sur un fait sur lequel je n'ai pas envie de polémiquer, qu'on a besoin dans ce domaine, partout où il se développe en France, d'avoir des préfets spécialisés spécifiquement dans ce domaine. Il y a des départements où il y a des préfets de police, en même temps qu'il y a un préfet de département et un préfet de région et un préfet maritime. Bon, je veux un préfet spécialisé dans le domaine. Je veux, ou en tout cas, je trouve que ce serait une bonne chose qu'on mette en place dans notre pays un parquet national anti-narcoterrorisme, comme nous avons un parquet national anti-terrorisme ou un parquet national financier. Je souhaite qu'on renforce aussi les compétences des polices municipales, même si nous avons l'avantage dans notre ville d'avoir un procureur qui a signé cette convention pour que la police municipale puisse y participer, mais pour autant, elle n'a pas des compétences pour intervenir directement. Il faut renforcer l'arsenal judiciaire, juridique contre le trafic. Et puis aussi tous les moyens technologiques possibles. Regardez, c'était pas évident. On a dit quand il y a eu ce drame au Moulin avec cette famille et ces 7 personnes, il va falloir les retrouver. Le procureur de la République a été capable de démanteler ou en tout cas d'identifier et de faire interpeller les 3 personnes directement impliquées et un certain nombre de leurs complices en moins de 4 ou 5 jours. Grâce à quoi? Grâce aux caméras que nous avions eu pourtant beaucoup de mal à faire placer et à avoir des autorisations pour les faire placer sur cet angle de vue dans les mois qui avaient précédé, des caméras municipales pour lesquelles je demande incessamment depuis des années à ce que nous puissions utiliser l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, parce que naturellement, avec l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale, vous vous échappez. Où que vous retrouviez en France, on vous retrouve immédiatement dans les secondes qui viennent. C'est illégal sur le plan national. Est-ce que vous demandez au moins une exception pour ces points de deal, en disant au moins pour les points de deal, il faut utiliser la reconnaissance faciale, au moins pour ces endroits-là qui sont des endroits soumis à des situations particulières? Oui, et puis de toute façon, le maire n'a pas à connaître et à regarder. Moi, ce sont des outils que je mets à disposition de la justice et que je mets à disposition de la police. Il suffit que nous ayons une convention et que le procureur de la République me dise tenez, je vous demande de mettre dans vos logiciels qui sont déjà développés pour ça les fiches de reconnaissance nécessaires. Mes magistrats, avec la police judiciaire, vont suivre tout cela et on va immédiatement, en quelques secondes, pouvoir mettre hors d'état de nuire. Je souhaite aussi, naturellement, qu'on frappe les consommateurs, parce que s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de trafic de drogue. Christian Estrosi, sur un autre sujet, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'être le maire de la grande ville française qui a le plus augmenté sa taxe foncière sur le bâti en 2024 ? On le rappelle, plus 19,18%. Il faut replacer les choses là où elles doivent l'être. Bon, naturellement, c'est jamais agréable d'en passer par là. C'est bien pour ça que pendant près de 10 ans, je n'ai procédé à aucune augmentation pendant que tout le monde l'augmentait. Ça veut dire que de l'augmenter cette année, c'est un choix. C'était celui d'abord de répondre à une injonction de la Chambre régionale des comptes, où dans ce rapport que vous avez commenté vous-même dans vos pages, à la page 26, celle-ci dit « La politique de modération fiscale de la commune a conduit à appliquer des taux sensiblement inférieurs aux taux moyens constatés pour la strate, un potentiel fiscal peu exploité. » C'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes que
la ville de Nice, vous voyez, qui est ici en orange. Ce que vous nous dites, c'est que la Chambre régionale des comptes nous reproche de oui, absolument, de pas faire payer assez d'impôts. Absolument. Donc, elles nous disent, vous ne pouvez pas continuer à être parmi les villes de plus de 150 000 habitants, la 12e ou la 15e ville de France, tout en bas du tableau, là où vous apportez des services, où vous réalisez des investissements extrêmement coûteux. Deuxième étape, j'ai procédé comment ? J'ai tenu avant de répondre à cette injonction, jusqu'au jour où je savais que nous rentrions dans l'année où, pour la première fois, les propriétaires, qui sont 46% dans la ville, ça veut dire qu'il y en a 54% qui ne sont pas assujettis, ne recevraient pas en même temps une feuille de taxe foncière et une feuille de taxe d'habitation. Ce qui veut dire que ce propriétaire, par exemple, d'un 56 mètres carrés en moyenne et un 2 pièces, si en 2018, il payait la taxe d'habitation plus la taxe foncière, il payait un total de 2 430 €, en ne payant pour 2024 plus que la taxe foncière, il sera à 1 474 €, c'est-à-dire presque 1 000 € moins cher. Donc la réalité, c'est que ces 19%, ça représente lissé sur 10 ans une augmentation de 7% et non pas de 19%. C'est vrai, mais la taxe d'habitation, elle vous a été compensée par l'État, elle. C'est-à-dire que vous, par ailleurs, vous touchez la taxe d'habitation. Elle n'a pas été totalement compensée. Et par ailleurs, le contribuable local a vu en même temps, pour celui qui est propriétaire, puisque seuls ceux qui sont propriétaires sont concernés, la valeur de son patrimoine augmenter de 30%. Le jour où on vend. Oui, mais enfin, c'est plus agréable de savoir qu'on investit dans une ville où son patrimoine en 10 ans a été valorisé de 30% plutôt que quand on le voit aujourd'hui avec la crise économique que nous avons connue, baisser en moyenne de 10 à 20% dans la plupart des autres grandes villes de France. Donc c'était inévitable cette augmentation. Il n'y avait pas un moyen de trouver d'autres solutions plutôt que de ponctionner le contribuable. Si, il y avait d'autres solutions naturellement qui consistaient à faire payer beaucoup plus les services aux plus modestes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une place pour entrer à la piscine, c'est entre 1,60 € et 4,40 € et que ça coûte à la collectivité 35 €. Qu'un repas à la cantine scolaire, ça nous coûte à nous de le produire 12,21 €, mais nous le facturons pour les familles les plus modestes entre 0,80 € et pour celles qui sont au-dessus, à 3,30 € maximum. Qu'un prêt à la bibliothèque, c'est gratuit, alors que ça coûte à la collectivité, chaque prêt, 9,50 €. Qu'une séance pour les seniors en forme, ça coûte à la collectivité 12 €, là où c'est gratuit pour l'ensemble de nos seniors. C'est presque une gouvernance socialiste, c'est-à-dire que vous préférez assurer des services publics de moindre coût et faire payer les impôts, augmenter les impôts, quoi. Donc vous êtes plutôt à gauche sur le coup qu'à droite. Oui, vous savez, être à droite dans la fermeté et l'autorité. Être à droite dans ce que j'appellerais l'interventionnisme public, l'investissement qui produit de la richesse et de l'emploi, mais en même temps qui apporte des réponses sociales. Ça, c'est être à droite. Ça s'appelle une économie libérale. Et puis, de l'autre côté, si vous voulez appeler à gauche d'apporter une réponse sociale en matière des services que la collectivité se doit d'apporter, ça ne me dérange pas. Pour moi, c'est ça l'équilibre entre la fermeté, l'intervention et la capacité de décider pour créer des richesses qui en même temps apportent une réponse sociale. Parce que lorsque nous renforçons par nos investissements qui sont payés pour partie par le contribuable naturellement, mais en même temps avec une réponse sociale à la clé, de l'investissement dans de l'hôtelier haut de gamme qui attire de nouvelles lignes aériennes et qui naturellement crée des emplois pour les Niçois. Lorsque vous attirez toutes les grandes écoles, j'accueillais il y a 4 jours la plus grande école d'intelligence artificielle de France, Advent City,
qui se rajoute à Central, qui se rajoute à Simplon dans les métaverses, qui se rajoute à Lisa dans les jeux vidéo, qui se rajoute à Vatel et Ferrandi avec lesquels nous sommes en discussion aujourd'hui, ou à l'EDEC dans les grandes écoles de commerce comme à d'autres, eh bien, c'est aujourd'hui une réponse aussi sociale, parce que vous dites aux Niçoises et aux Niçois qui n'en avaient pas les moyens d'envoyer il y a 15 ans ou 20 ans leurs enfants faire des études de haut niveau outre-Atlantique ou en Asie, de pouvoir le faire ici. Et donc, je cherche à trouver ces équilibres en tout. Le reproche qu'on vous fait souvent de dire la vitrine est magnifique, mais derrière, l'investissement quotidien est peut-être en difficulté. Vous dites non, c'est-à-dire que j'investis aussi bien dans l'attractivité de la ville que dans l'accompagnement social de ses habitants, quoi. C'est une réponse. Je veux une grande politique sociale. Et pour moi, la grande politique sociale, c'est des transports sur lesquels nous avons investi et qui nous permettent aujourd'hui d'apporter des tarifs qui sont parmi les plus faibles de France. Quand vous pensez que le pass Navigo en Ile-de-France, il est à 90 € par mois. Enfin, le ticket à 1,70 €, c'est pas le moins cher de France maintenant. Alors que chez nous, nous sommes à 26 € par mois, et que pour les personnes de plus de 65 ans non assujetties à l'impôt, c'est un abonnement gratuit à l'année. Et je pourrais vous prendre Montpellier, qui est là où nous sommes à 30 €, est à 45 € par exemple. Je pourrais prendre tant d'autres exemples. La taxe sur les ordures ménagères, qui est à 9 et quelques pourcents. Relevé de 2 points. Oui, après avoir été baissé de 3. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est à 9,9. Quant à d'autres villes du département, elle est à plus de 19, c'est-à-dire 10% de plus qu'à Nice. Bon, et en même temps, en investissant très lourdement sur une station de traitement des déchets ménagers, qui fait un réseau de chaleur qui va produire sur l'Ariane, sur Cimier, sur l'hôpital Pasteur, de l'énergie à 5 centimes le kilowattheure, là où aujourd'hui il est vendu aux entreprises ou aux ménages à entre 27 et 34 centimes le kilowattheure. Voilà, c'est tout cela. Lorsqu'Olivier Sichel, le patron de la Banque des Territoires, je termine là-dessus, dit qu'avec Aliotis, qui va consommer 10 fois moins d'énergie, traiter les boues sur place, faire de la méthanisation pour apporter un plus à nos transports en commun qui seront à 100% décarbonés l'année prochaine, dit je prête 600 millions d'euros à la ville de Nice parce que c'est un investissement d'avenir et non pas une dette qui est amortissable sur 25 ans et qui sur près d'un siècle garantira de l'eau pas chère aux consommateurs, avec un réseau brut pour pouvoir arroser en même temps gratuitement les espaces publics et les espaces verts. Merci. Bon ben voilà, tout est dit, mais ça, ce sont des choses qui ne sont pas forcément expliquées sur les services que nous apportons pour apporter une réponse sociale. Christian Estrosi, il nous reste 5 minutes d'émission, il vous reste un peu plus, il vous reste quasiment 2 ans de mandat. Qu'est-ce que vous comptez faire durant ces près de 2 ans pour améliorer la vie des Niçois ? Mais je vous ai parlé de cette grande réponse sociale. Aujourd'hui, les grands investissements sont en route et surtout la grande réponse essentielle, 56 jours de canicule et regardez 2 fois de chute d'eau, des seaux d'eau, où on peut se dire qu'il peut arriver demain des drames. Bon, eh bien, nous nous sommes mis en place, vous savez, verdir 70 hectares dans la ville qui sont en cours aujourd'hui, c'est pas que de l'ornement. Ça sera donc l'inauguration. C'est à la fois une réponse pour faire face aux enjeux climatiques et une réponse sociale, parce que vous n'avez que 5% de Niçois qui ont un petit espace vert, là où ils habitent, et 95% qui en sont exclus. Pour moi, le mot de réponse sociale et de grand projet social entre les services que nous offrons et l'art de vivre dans les meilleures conditions, gratuité des musées et tout le reste, c'est cette réponse que j'entends apporter, en y ajoutant d'ailleurs 2 mesures qui sont essentielles, puisque vous me demandez les 2 mesures qui me paraissent essentielles. J'ai vu le coût en matière de pouvoir d'achat de la rentrée scolaire. D'accord ? Je vois cette liste qu'on donne où on vous demande d'acheter dès la rentrée scolaire 6 tubes de colle. Ouais. Vous demandez pourquoi faire. Des associations qui vous demandent les trousses, les cartables, les stylos, les feutres, les crayons, les ceci, les cela.
il y a des gens qui n'y arrivent pas. Donc, rentrée scolaire prochaine 2025, nous allons prendre en fonction du plafond de ressources, tout ou partie, des charges des familles pour la rentrée scolaire. Deuxième sujet qui est un sujet sanitaire majeur. Ça, c'est important, hein, c'est nouveau, c'est quelque chose qui n'existe pas. Qui est un sujet majeur. Vous le voyez bien, avec l'évolution du climat, on n'a jamais vu autant de moustiques. Et on n'a jamais vu aussi autant de cas de dengue qui sont traités, d'ailleurs, par conséquence, par le moustique tigre, dans nos centres de soins. Et donc, je vous annonce que nous allons engager sur les 3 ans à venir une très grande campagne de démoustication, comme on le trouve dans certaines villes dans le monde, parce que de plus en plus de gens que je croise dans la rue me disent, bon, avant, il y avait 2 mois de l'année où on avait un petit souci, on mettait un diffuseur dans notre prise. Aujourd'hui, c'est le matin, c'est à midi, c'est le soir, et c'est pas sur 2 mois, c'est sur 6 mois, et va arriver le moment où ce sera toute l'année. Et donc, je veux aussi que dans cet équilibre et ces réponses sanitaires, eh bien, nous y apportions une réponse très claire. Et donc, je vous annonce qu'avec des scientifiques, avec des médecins, avec des chercheurs, nous sommes en train d'élaborer un programme sur 3 ans pour engager cette campagne de démoustication. D'accord. Alors, à propos d'environnement, dans 9 mois, Nice doit accueillir le sommet des Nations Unies pour les océans. Pour le moment, on ne voit pas vraiment les choses avancer et les travaux démarrer. Est-ce qu'on sera en mesure d'accueillir le sommet ? Je pense que vous n'avez envoyé personne sur place aujourd'hui, puisqu'on est au travail. Je vous annonce que les travaux de désamiantage sont en cours et très avancés. Que je serai le 25 à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies pour présenter le projet qui représentera la halle principale d'accueil des chefs d'État et qui restera l'héritage qui nous sera utile non seulement pour des congrès que nous avons déjà en réservation dès le mois de septembre 2025. Par exemple, le Grand Pavois de La Rochelle, parce que cet équipement pour l'UNOC restera à Nice, ont d'ores et déjà réservé, et d'autres ont déjà réservé derrière. Deuxièmement, accueillir le 3e sommet après 2017, New York, 2022, Lisbonne, pour signer les accords de Nice entre 200 chefs d'État ou de gouvernement pour les 70% de la planète bleue, sa biodiversité et les conséquences du réchauffement climatique, et qu'à tout jamais ce soit gravé dans le marbre, c'est quand même un très beau rendez-vous. Donc Nice sera au rendez-vous de ce sommet mondial. Et qui plus est, ce sommet qui nous offre une deuxième opportunité, puisque en saluant le succès des Jeux Olympiques de Paris, Nice a été retenu dans le projet olympique des Alpes de 2030, comme la ville centre pour recevoir notamment tout le pôle média, près de 4000 médias venus du monde entier, grâce à cet équipement sur le port de Nice, qui, au-delà de ce qu'il permettra d'offrir aux Niçois en matière de concerts, de théâtre, de spectacles, de représentation, sera aussi un outil de congrès et un outil de grands rendez-vous internationaux, scientifiques et olympiques en l'occurrence. Frédéric. Quelques mots de politique pour finir, si vous voulez bien. Les 3 candidats que vous avez soutenus aux législatives de juillet ont été balayés par Éric Ciotti et ses alliés. Est-ce que vous prenez comme un échec personnel ? Je pense que vous ne me posez pas cette question avec un grand sérieux, car vous êtes un journaliste suffisamment fin politiquement pour savoir qu'une élection nationale est une élection nationale, une élection locale est une élection locale. C'est bien pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que maire, c'était un mandat pour lequel on partageait une conviction de gérer le quotidien, une relation à dimension humaine. C'était une vague c'est pas nationale. de se dire je suis candidat des législatives. Est-ce que ça veut dire ce qui s'est passé à Nice s'est passé dans toute la France. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'en 2026... La NUPES, Mélenchon, Le Pen, Bardella, tout ça, on sait que cette dissolution, pour moi, est une dissolution qui n'avait aucun sens. Et naturellement, comme la plupart des grands territoires de France, est-ce que pour autant, quelle que soit la nature des villes et des villages,
où il y a eu des élections législatives avec les résultats qui ont été ce qu'ils sont, quand un maire a fait le job et un projet d'avenir, ça le remet en cause. Je n'ai pas le sentiment, voyez-vous, surtout après la clarification que j'ai faite avec ma démission réélection à la métropole, qui a parfaitement illustré l'état des forces politiques locales, que nous soyons en quoi que ce soit menacés. Il y en a un autre qui a clarifié la situation depuis, c'est Éric Ciotti, c'est votre principal opposant aujourd'hui. Lui prône aujourd'hui l'alliance avec l'extrême droite. Est-ce que vous pensez que renforcé par cette alliance, il est le favori des élections de 2026 s'il se présente contre vous au municipal ? Je ne parle jamais de politique politicienne quand ça n'est pas le rendez-vous. Le débat, s'il doit avoir lieu, il aura lieu le moment venu. Aujourd'hui, nous avons parlé de mes projets, nous avons parlé de notre bilan, nous avons parlé d'un état de la France où nous avons fait un parallélisme des formes entre le Parlement, le futur gouvernement de Michel Barnier, et il ne vous aura pas échappé que, au fond, celui que vous évoquez, qui m'a trahi, qui a trahi Sarkozy, qui a trahi Fillon, qui a trahi Wauquiez, qui a trahi sa famille politique, et qui aujourd'hui est devenu un simple lepéniste, et qui au fond a trahi les Niçoises et les Niçois par rapport à tous ses engagements, parce qu'il a fallu l'élection législative pour que certains le mesurent. Bon, moi, je trouve que c'est une clarification d'un côté entre le parallélisme des formes du Parlement, du gouvernement, de la métropole, de la région autour de Renaud Muselier où nous retrouvons les mêmes formes et la même clarification que j'exige d'ailleurs du département des Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il peut rester président de la commission des finances, Éric Ciotti ? Moi, je demande à Charles Anginesi de faire ce que j'ai fait. S'il a du courage de démissionner de sa présidence et de se représenter. Vous soutiendriez avec vos conseils départementaux ? Mais je pense qu'aujourd'hui, l'arc républicain, Horizon, Républicain, Modem, UDI, radicaux, que l'on retrouve dans la diversité des conseillers départementaux, que l'on retrouve dans la diversité des conseillers régionaux, que l'on retrouve dans la diversité du Parlement, vous allez retrouver exactement la même. Et donc, il appartient au président du département qui, au fond, est le seul à ne pas apporter cette clarification aujourd'hui, de l'apporter comme nous l'avons tous fait. Aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir travailler et avoir une relation avec ma vraie famille politique, celle des Républicains. Avec Michel Barnier, nous avons été militants du RPR, de l'UMP, des Républicains. Malheureusement, j'aurais rêvé continuer à appartenir à cette famille politique avec Édouard Philippe. Nous avons construit un prolongement du gaullisme qui était le nôtre chez les Républicains. Lui dans la filière Juppé, moi dans la filière Sarkozy, mais où nous incarnons aujourd'hui en termes de gaullisme social, humaniste et libéral exactement la même chose que ce que pouvait incarner ma famille des Républicains jusqu'à ce jour. Justement, Christian Estrosi, dernière question. Est-ce que Édouard Philippe n'a pas commis une erreur en se déclarant trop tôt à l'élection présidentielle ? À l'élection présidentielle, et est-ce qu'il ne prend pas le risque d'avoir la même trajectoire qu'Alain Juppé en 2016 ? Vous savez, la vocation d'un parti politique, c'est d'avoir un candidat à l'élection présidentielle. Bon, je ne sais pas en 2027 s'il sera en situation. Je vois qu'aujourd'hui, dans toutes les enquêtes d'opinion, quand face à Marine Le Pen, dont il semblerait, après déjà 2 élections où elle a pu se présenter au 2e tour, qu'elle pourrait être celle qu'un candidat de la droite, de la gauche républicaine ou du centre pourrait affronter au 2e tour, qu'il reste le mieux placé, ainsi que votre confrère du Figaro Magazine le démontrait récemment. Je suis son vice-président à Horizon,
Mais pour autant, je suis à peu près convaincu que c'est le meilleur de celles et ceux que nous connaissons dans l'arc républicain, derrière lequel tout le monde s'alignera. Je suis un rassembleur et je contribuerai aujourd'hui naturellement à accompagner le gouvernement de Michel Barnier aux réformes et au redressement dont notre pays a besoin parce que nous sommes dans une situation budgétaire extrêmement délicate. Et d'un autre côté, naturellement, à ce que nous soyons unis et rassemblés le moment venu pour que notre pays, comme le dit si bien Édouard Philippe, bénéficie de réformes massives pour que nous puissions re-rentrer dans la cour des grands sur la scène internationale, notamment au plan de notre souveraineté et au plan industriel. Alors, avant de refermer cette émission, on passe à la question perso. Frédéric Maurice. Monsieur Estrosi, votre épouse, votre famille semble occuper une très grande place dans votre vie aujourd'hui. N'avez-vous pas parfois des envies, des tentations de Venise et de tout plaquer, de tout envoyer balader pour changer de vie ? Ça m'arrive, je le dis avec sincérité, de dire que voilà, j'ai beaucoup de chance dans ma vie. Et quand cette chance qui est un des biens les plus précieux qui soit, d'avoir une famille, j'ai 3 filles magnifiques, dont les 2 plus grandes m'ont apporté 3 petits-enfants. Et c'est aussi une force dans ma vie politique et mon engagement public, parce que accompagner ses enfants à l'école, corriger les devoirs le soir, ça permet aussi de comprendre beaucoup de choses. Pour autant, allez, je vais dire que j'ai une deuxième famille. Ma deuxième famille, c'est celle des Niçoises et des Niçois, auxquels, même si je n'arrive pas à répondre à toutes les situations les plus pénibles, ce que je voudrais vraiment faire pour que personne ne reste sur le bord du chemin, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Et pour moi, cette dimension humaine, cette relation à l'autre, quelle que soit sa place dans la société, c'est aussi une belle motivation. Je ne crois pas qu'on puisse être heureux en restant replié sur soi-même avec sa seule famille, mais c'est indispensable d'en avoir une pour puiser l'énergie et la force pour mieux servir l'intérêt général et la collectivité. Et à cet égard, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup Christian Estrosi, merci Frédéric Maurice, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Notre invité sera Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et président du groupe UDR à l'Assemblée nationale.